Merci beaucoup Mathieu pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir présenter le webinaire aujourd'hui en français. Je dois m'excuser tout d'abord parce que ma voix n'est pas nécessairement la meilleure qu'il soit. Bon, même à 100%, je pense que ma voix n'est pas nécessairement la meilleure, mais aujourd'hui, j'ai un petit peu de misère. J'ai un petit virus que j'ai couvert pendant quelques jours, puis aujourd'hui, ce matin, ça semble s'être développé un petit peu. Donc, je m'excuse, j'ai ma bouteille d'eau près. Ça peut que je dois partir de l'écran pour prendre un petit peu d'eau, puis pour continuer, mais je devrais être correct pour les 35 à 40 prochaines minutes, comme Mathieu le disait. Je veux vraiment laisser du temps, on a 1 heure, donc je veux vraiment laisser du temps pour des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre au bas de la boîte puisque je pourrai les répondre à la fin de la présentation. Mathieu, c'est un plaisir de me les transmettre. On pourra avoir ainsi une discussion. En tant que plan de la présentation, ce que je veux faire, puis peut-être de garder ça en tête, que c'est intéressant de voir un peu ou de comprendre un peu où je m'en vais avec tout ceci. Je veux parler brièvement de l'environnement macroéconomique qui est relié à l'agriculture, entre autres parler de taux d'intérêt. On est dans un environnement où les taux d'intérêt ont augmenté récemment et aussi de parler de la valeur du dollar canadien qui a été un facteur déterminant dans la profitabilité des entreprises agricoles au cours des dernières années. Parler de l'environnement agricole en général, parce que je veux parler de revenus agricoles et ça va m'amener à parler de valeur des terres aussi, qui est tout le temps un enjeu important pour les producteurs. Et puis finalement, faire le tour brièvement de quelques secteurs. Je vais regarder viande rouge, grande culture, lait. Et puis s'il y a des secteurs qui vous intéressent que je n'aurais pas eu l'occasion de discuter, bien, vous pouvez aussi le mettre comme question et ça me fera plaisir d'en discuter, de partager nos observations. Vraiment, aujourd'hui, le but, c'est de partager un peu comment nous, chez FAC, chez Financement Agricole Canada, on voit les marchés évoluer dans les prochains 12 à 18 mois. Donc, de vous partager un peu l'information que l'on a et pour vous d'être en mesure de prendre des meilleures décisions à l'intérieur de votre propre secteur d'activité. Donc, ceci étant dit, si je commence encore le plus gros possible, c'est-à-dire le plus large possible pour après ça mettre l'emphase sur l'agriculture, je veux parler brièvement de l'économie, de comment l'économie mondiale se porte. Parce que on est dans un environnement, peu importe où vous regardez, que ce soit du côté américain, du côté Amérique du Sud, du côté Europe de l'Est, Russie, etc., on est dans un environnement où la production de denrées agricoles est en hausse. Donc, et que ce soit du côté végétal ou animal. Donc, dans ce cas-là, c'est absolument critique pour moi ou absolument important de voir que la demande pour les biens agricoles continue d'augmenter. Et à ce niveau-là, je pense qu'on a vraiment des prévisions optimistes au point de vue de l'économie mondiale. Si on regarde le PIB, qui est le produit intérieur brut, il est à 3,9 comme prévision pour 2018, donc une croissance assez appréciable. Il n'y a pas si longtemps, on était à 3,7 Si on regarde 2017, on était à 3,5 Donc, les choses commencent à aller vers le haut. Donc, la croissance s'accélère, ce qui est généralement une bonne chose parce que cette croissance-là vient surtout des pays émergents. Et même aussi, par exemple, l'Europe qui commence à bien faire malgré tout ce qu'on a écrit à propos du Brexit, puis les enjeux qui ont été du côté européen. Bien, les choses s'accélèrent en Europe. Les choses s'accélèrent aussi aux États-Unis. Peu importe ce qu'on pense, si c'est soutenable comme politique économique à long terme, peu importe. La réalité est que les données suggèrent que l'économie américaine va s'accélérer. Le rythme de croissance va s'accélérer. Donc, tout ça fait en sorte que les choses se portent relativement bien du côté de croissance économique, ce qui peut croire qu'on va avoir une demande assez robuste pour les denrées agricoles en 2018. Donc, ceci étant dit, ça c'est la première chose. J'y reviendrai plus tard lorsqu'on parlera de certains secteurs. Là, du côté canadien, il n'y a pas si longtemps, je disais qu'on avait une situation où on avait un verre à moitié plein, à moitié vide. C'est-à-dire qu'il y avait certains indicateurs, comme par exemple le PIB, qui disaient ouais, ça allait bien de première moitié de 2017. On va un petit peu moins bien ou un petit peu au ralenti pour la deuxième moitié de 2017. Mais récemment, on a eu beaucoup d'indicateurs qui nous suggèrent que les choses vont beaucoup mieux au Canada en termes de croissance économique. Juste sur la prochaine diapo, par exemple, je regarde le marché de l'emploi. On a un taux de chômage partout au pays qui diminue. Euh, on a des gains d'emploi, ça c'est les barres bleues. Le taux de chômage est la ligne rouge. On est rendu à un taux de chômage qu'on n'a pas vu dans les 10 dernières années. Donc, le taux de chômage le plus bas des 10 dernières années, en bas de 6 donc, c'est quand même quelque chose de très positif sur le marché du travail. Les salaires continuent d'augmenter, les entreprises sont plus optimistes, investissent plus. D'ailleurs, il y en a qui pointaient du doigt le fait que notre balance commerciale au Canada devenait un peu plus négative comme étant une mauvaise chose. Mais pour moi, c'est en fait, si on regarde qu'est-ce qui est derrière ceci,
c'est en fait les entreprises qui importent plus de machinerie, etc. Donc, il y a plus d'investissements définitivement qui se font à l'entreprise. Ça augure bien pour 2018. Donc, définitivement, une croissance économique qui va en s'accélérant au Canada. Donc, quelles sont les conséquences de tout ceci? Bien, la première chose, c'est évidemment les taux d'intérêt. Si on regarde dans les 7 derniers mois, on a eu 3 hausses de taux d'intérêt de la Banque du Canada. C'est assez vite comme hausse, il faut le dire. Sur le graphique que vous avez présentement à l'écran, la ligne bleue, elle, ce sont les coûts d'emprunt des entreprises, pas juste dans le secteur agricole ou agroalimentaire, c'est pour toute l'économie canadienne. Et c'est une moyenne de tous les produits, de tous les taux d'intérêt que vous allez trouver. Par exemple, si vous allez prendre un prêt court terme, long terme, fixe, taux fixe, taux variable, bon, mettez tout ça ensemble, faites la moyenne, ça vous donne la ligne bleue qui augmente, qui diminue. Euh, donc, et les flèches vertes indiquent un changement de la politique de la Banque du Canada. Donc, à l'extrême droite, vous avez les 3 augmentations récentes du taux d'intérêt de la Banque du Canada. Et un peu plus dans le milieu du graphique, vous avez ce que la Banque du Canada a fait lorsqu'il y a eu un choc pétrolier. On a vu le prix du pétrole diminuer en 2014. Au début 2015, dis-je bien, la Banque du Canada a baissé le taux d'intérêt. Donc maintenant, on a remonté ces taux d'intérêt-là. Vous avez vu les coûts d'emprunt, la ligne bleue, augmenter au fur et à mesure que la Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt. Donc, il y a 2 choses pour moi. Première des choses, la question que je me fais poser, c'est est-ce que la Banque du Canada va continuer à augmenter les taux d'intérêt en 2018? Donc, on a eu une première augmentation au tout début 2018. Je pense qu'effectivement, on va au moins en avoir une autre en 2018. Ça pourrait être aussi vite qu'en avril, mars-avril. Si vous regardez les marchés financiers en ce moment, il y a une probabilité autour de 50 de voir la Banque du Canada hausser son taux directeur d'ici le mois d'avril. Donc, c'est quand même assez fort comme probabilité. Comme je le disais, les données suggèrent que oui, effectivement, l'économie canadienne commence à rouler assez fort, assez vite. Et donc, ça pourrait mener la Banque du Canada à relever son taux d'intérêt. La question, je pense qu'il y a un peu plus il n'y a pas de consensus réel, c'est est-ce qu'il va y avoir une troisième, peut-être même une quatrième augmentation? Honnêtement, je pense qu'après une autre augmentation, la banque va être tentée pour moi, de prendre une certaine pause et de voir comment les autres, par exemple les États-Unis, vont réagir à tout ceci. Parce qu'un des enjeux présentement, si on regarde sur les marchés financiers, c'est le fait qu'on a été plus vite que les Américains à hausser les taux d'intérêt ici au Canada comparativement aux États-Unis. Donc, pour moi, oui, il va y avoir une autre hausse, peut-être aussi vite que mars et avril, comme je le disais, mais c'est pas évident dans ma tête qu'on va avoir une autre hausse après ça, après avril, par exemple, d'ici la fin 2018. Certains disent une troisième hausse en 2018. Pour moi, je pense que je me mets peut-être plus du camp de on va peut-être attendre en 2018, c'est peut-être juste 2 hausses qu'on aurait pour 2018. Ceci étant dit, je pense que la ligne bleue que vous voyez présentement, si vous êtes en entreprise, je pense qu'elle envoie un message clair. C'est-à-dire que les taux d'intérêt bougent, pas seulement en raison de ce que la Banque du Canada fait, mais aussi en raison de ce qui se passe, grosso généralement, sur les marchés financiers. Regardez par exemple à la fin 2015, la deuxième moitié de 2015, on a vu les taux d'intérêt, la ligne bleue, monter. Et ça, c'était en fait, c'est pas parce que la Banque du Canada a fait quoi que ce soit, c'est simplement parce que qu'est-ce qui se passait aux États-Unis? Les taux d'intérêt montaient aux États-Unis. Il y avait une certaine crainte que la Banque centrale aux États-Unis allait réviser sa politique monétaire, bon, etc., etc. Cette crainte-là a passé, puis après ça, vous avez vu les taux d'intérêt commencer à diminuer au début 2016. Et après ça, en fait, euh, je dirais quelque part au milieu de 2017, on avait des coûts d'emprunt les plus bas historiquement que l'on n'a jamais vu sur le marché. Donc, c'est quelque chose qui a commencé à changer là, assez fort et assez vite autour de septembre 2017, lorsque la Banque du Canada a commencé à augmenter ses taux d'intérêt. Et le message, c'est que ce n'est pas juste une question de la Banque du Canada lorsqu'on parle de taux d'intérêt, c'est aussi ce qui se passe dans le reste de l'économie. Donc, de penser que même s'il y a juste une autre hausse en 2018, ça pourrait quand même dire qu'on pourrait avoir plus qu'une augmentation de 0,25 de où on est présentement encore. Donc, ça, c'est, je pense, une chose à réfléchir. Deuxième des choses, je sais que dans certains marchés, je sais que c'est le cas, par exemple, au Québec, on a des produits sur un an, par exemple, si vous regardez les prêts sur un an, ont été quand même assez populaires dans le secteur agricole. Ça veut dire que, par exemple, une entreprise qui a contracté un prêt taux fixe un an en juillet 2017, elle avait là, présentement probablement le taux d'intérêt le plus bas qu'il y a jamais eu sur le marché.
Lorsque cette entreprise-là arrivera, par exemple, en mai 2018 ou en juin 2018 pour renouveler ce prêt-là, pourrait faire face à une hausse assez considérable, peut-être même 100 points de base, 1% de plus, 1,25% de plus, dépendamment de ce qui se passe sur les marchés. Donc, c'est tout cet aspect de gestion-là, de risque financier qu'il faut faire attention. La dette agricole a augmenté assez rapidement dans les dernières années. Et donc, pour moi, c'est vraiment une question assez importante en 2018, l'aspect gestion financière, gestion du risque financier. Comment les entreprises vont réagir à cette hausse des taux d'intérêt. Est-ce que c'est le début d'une tendance? 3 hausses de la Banque du Canada, ce n'est pas nécessairement une tendance en tant que telle. On est encore historiquement les taux d'intérêt très bas. Je pense qu'il y a vraiment un exercice de planification financière à faire avec n'importe quel conseil, avec votre conseiller financier pour voir quels sont les impacts si jamais effectivement les taux d'intérêt augmentent un peu plus vite. On pourrait avoir encore en 2018 une hausse peut-être juste de la Banque du Canada, mais de voir les taux d'intérêt continuer d'augmenter, même s'il y a juste une hausse du taux d'intérêt de la Banque du Canada. Donc, ça, c'est le message relié au taux d'intérêt. Et connecté à ceci, connecté au taux d'intérêt, mais vous avez aussi l'impact sur la valeur du dollar canadien. Comme je le disais, on a été un peu plus rapide que les Américains à lever les taux d'intérêt au Canada. Et ça s'est reflété sur la valeur du dollar canadien. Lorsque les taux d'intérêt augmentent au Canada alors que ceux des États-Unis restent constants, bien, ça pousse à la hausse la valeur du dollar canadien. Donc, on est au-dessus de 80 sous présentement. Mais par contre, en ce moment, nous autres, chez FAC, on travaille encore avec des hypothèses reliées au dollar canadien en bas de 80 sous. Pourquoi? Bien, parce qu'on pense que le prix du pétrole va commencer à diminuer bientôt. J'ai marqué le prix du pétrole stable en parenthèse avec un point d'interrogation. Ça dépend de votre hypothèse par rapport à ce qui va se passer sur les marchés financiers et sur le marché du pétrole. Pour ma part, je crois que les pays producteurs de pétrole ne seront pas capables de continuer à implanter des coupures de production afin de monter les prix. Donc, pour moi, je pense que le prix va commencer à baisser dans la deuxième moitié de 2018, peut-être même avant. Et je crois que les taux d'intérêt aux États-Unis vont augmenter. Donc, si c'est le cas, effectivement, ça va probablement venir dans la deuxième moitié de 2018, surtout, venir baisser le taux de change en bas de la barre des 80 sous. C'est vraiment une variable importante à surveiller. J'y reviendrai tantôt lorsqu'on regardera les marges de profit dans le secteur des grandes cultures, viande rouge. Une variation de 1 sou, même dans le secteur laitier, en fait. Des fois, on pense qu'à cause que notre secteur laitier est vraiment orienté vers le marché intérieur, donc le marché canadien, il n'y a pas d'impact sur le marché extérieur. Mais en fait, si vous regardez les prix de la classe 5 dans le lait, ceux-ci sont influencés par la valeur du taux de change, la valeur de la devise canadienne. Donc, je reviendrai tantôt lorsque je parlerai de profitabilité. Mais d'avoir un taux de change en bas de 80 sous, pour moi, est quelque chose de positif. C'est sûr que si vous pensez à faire des investissements, pensez à acheter de la machinerie, etc., ben, peut-être que vous voulez un dollar qui est plus haut que 80 sous. Mais règle générale, notre secteur agricole bénéficie d'un dollar en bas de 80 sous. Et dans les dernières années, ça a été quelque chose qui nous a permis, si vous voyez la décroissance du dollar, là, la dépréciation du dollar canadien, nous a permis de passer ou d'éviter, si vous voulez, le ralentissement qu'on a observé dans le secteur américain. Donc, ça, c'est les deux variables principales. En termes de perspective globale aussi, mais je pense que qu'est-ce qui est du côté du libre-échange, c'est quelque chose aussi qui est important à surveiller en 2018. Je pense que ce n'est pas une surprise. Première des choses, on a eu une entente, une nouvelle entente, le partenariat transpacifique. Cette nouvelle entente-là exclut les États-Unis, qui est pour moi une très bonne chose, parce que les États-Unis sont un compétiteur sur le marché japonais, par exemple, lorsqu'on parle de viande réfrigérée, de porc, par exemple. Donc, de voir les États-Unis exclus de cette entente-là, c'est quelque chose de très, très, très positif. Pour tout ce qui est secteur viande rouge, grains oléagineux, d'accès au marché japonais qui va augmenter, ça nous permet aussi, par exemple, de fermer l'écart qu'on avait avec l'Australie, qui bénéficiait déjà d'une entente de libre-échange avec le Japon. Donc, pour moi, c'est des choses positives. Il y a aussi des marchés comme la Malaisie, comme le Vietnam, qui sont des marchés émergents, qui sont en croissance. Mais le Japon, pour moi, est vraiment le marché sur lesquels on va pouvoir avoir des gains de part de marché avec le temps. Bon, est-ce que cette entente-là va être implantée en 2018? Probablement pas. Peut-être que, je pense que ça pourrait être peut-être plus vers 2019, mais ça reste à vérifier. C'est évident aussi que d'un autre côté, il y a un accès au marché qui va être alloué pour les produits laitiers. On n'a pas encore les détails officiels. Il y a beaucoup de
de rapports qui émanent de certaines sources qui disent que, bon, l'accès au marché qui a été donné est similaire à la première entente du PTP qui avait été négocié déjà quelques années. Ça voudrait dire donc 3,5 de la production actuelle ou peut-être celle de 2016, 2017, dépendamment encore comment les paramètres de cette nouvelle entente-là vont être établis. Ben, 3 de la production laitière qui va être admise ou donnée en termes de concession pour avoir des produits laitiers, par exemple de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, qui entrent sur le marché canadien. C'est évident que si on avait le choix de le produire, ce 3 %-là, on le produirait. C'est évident qu'on n'aime pas donner du revenu ou laisser la place à d'autres entreprises pour venir capturer une part de nos revenus. Par contre, si on regarde la croissance dans le secteur laitier dans les dernières années, j'ai aucun doute que le secteur laitier va être capable de s'ajuster à cette entrée-là ou cette concession-là qui a été effectuée. Donc, j'y reviendrai pour le secteur laitier dans plus tard dans la présentation. Il y a aussi, pardon, il y a aussi ce qui se passe du côté de l'ALENA. Donc, soit une réouverture de l'ALENA, soit une annulation. Si une réouverture, écoutez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact auquel on peut s'attendre. Oui, c'est vrai, ça pourrait vouloir dire encore un petit peu plus de produits laitiers sur le marché canadien. On n'attend pas nécessairement d'ouvrir ce qu'on a déjà présentement comme concession. Peut-être, ça reste à voir. Je ne m'attends pas de gros changements si effectivement il y a une nouvelle entente d'ALENA qui est négociée avec les États-Unis. Si les Américains se désistent, c'est-à-dire se retirent de l'ALENA, mais là, ça pose certaines questions. Bon, est-ce que le président a le droit, par exemple, de faire ça de façon unilatérale? Est-ce que le Congrès américain va s'opposer à ces efforts? Sur quoi on retourne, par exemple? Est-ce qu'on revient à l'entente qu'on avait avec les États-Unis? Parce qu'avant l'ALENA, on avait ce qu'on appelle l'ALE, c'est-à-dire l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, est-ce qu'on revient à cet accord-là? Peut-être que non, peut-être que oui. Sinon, est-ce qu'on revient aux barrières commerciales qui sont déterminées par l'OMC? Donc, on devient un partenaire comme n'importe quel autre partenaire des États-Unis. Plusieurs questions et puis plusieurs impacts possibles. Parce que, par exemple, dans le lait et le poulet, et de revenir sur ce qui a été négocié à l'OMC, par exemple, pourrait être vu comme un certain avantage ou un certain gain. Donc, il y a différentes options qui sont plus des questions à ce moment-ci que des réponses. Et c'est certainement des choses à surveiller pour 2018. On risque encore d'avoir une autre ronde de négociations qui s'en vient pour l'ALENA. Et puis, ça va être intéressant de voir comment ces négociations-là vont déboucher parce qu'on devrait avoir une certaine idée de comment les négociations vont déboucher, puisqu'il y a des élections du côté mexicain, et donc on veut être capable de dire, bon, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là avant que les élections mexicaines aient lieu à l'été 2018. Après ça, il y a toutes sortes de questions par rapport au dollar canadien. On pourrait s'attendre à ce que le dollar canadien baisse si jamais les États-Unis se retiraient, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour nous autres dans l'agriculture. Prix du maïs, je mets ça parce que pour illustrer que si on bouge l'accord de libre-échange avec les États-Unis, bien, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? En ce moment, par exemple, 40 du maïs aux États-Unis est exporté. De ce 40 %-là, un tiers s'en va vers le Mexique. Donc, le Mexique lui dit, bon, ben, on n'en veut plus de votre maïs. Qu'est-ce qui arrive au prix du maïs? Qu'est-ce qui arrive au maïs américain? En ce moment, il y a du maïs américain qui se retrouve en Alberta. Si vous regardez, par exemple, parce qu'il y a certains... Le prix de l'orge, par exemple, est un peu élevé. Donc, il y a une certaine substitution. Le maïs américain est compétitif à ce niveau-là. Donc, il y a toutes sortes de questions qui se posent à savoir, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver sur les marchés relativement au prix des denrées agricoles. Donc, c'est toutes des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse en ce moment. Et c'est certainement des choses à surveiller pour 2018. Je pense qu'une approche prudente sur les marchés en termes de gestion de risque est vraiment privilégiée, étant donné l'incertitude qui englobe les deux économies, Canada et États-Unis, et surtout la relation commerciale qu'on a avec les Américains. Donc là, maintenant, pardonnez-moi, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Je veux juste parler maintenant d'un peu plus de relié à l'agriculture. Donc, c'est évident que je ne peux pas nécessairement parler de ce qui se passe dans les 10 provinces canadiennes, mais je vais essayer de faire certains parallèles, un peu de ce qui se passe sur les marchés. La première graphique donne une idée pour moi de où on en est un peu dans le secteur agricole. J'adore ce graphique-là parce que il y a des cycles en agriculture, vous le savez très bien, ceux qui sont dans le secteur agricole.
C'est difficile de prédire la durée de ces cycles-là, mais on sait que ces cycles-là existent. Il y a des mouvements à la hausse, des mouvements à la baisse, et on est habitué dans le secteur agricole de naviguer cet environnement-là. Le graphique suivant illustre les prix sur le marché au comptant en ce moment, ou récemment, versus leur valeur moyenne sur 5 ans. Et vous voyez que pour la plupart des denrées, à l'exception peut-être du porc, je pense que si on regarde le blé de printemps, j'ai le blé d'hiver, blé de printemps ensemble sur ce graphique-là, mais si je faisais le blé de printemps à part, on verrait le blé de printemps positif, mais la plupart des denrées ont une barre rouge, ce qui veut dire qu'on est en ce moment à un prix inférieur à la moyenne sur 5 ans. Euh, euh, L'autre chose à remarquer, regardez dans le haut du graphique, vous avez le maïs en dollars américains. Dans le milieu du graphique, vous allez voir le maïs en dollars canadiens. Vous voyez que la baisse du prix en dollars américains est beaucoup plus importante que la baisse du prix en dollars canadiens. Et ça, c'est l'effet du taux de change. C'est sûr qu'il y a d'autres raisons, c'est pas juste une question de taux de change, mais c'est beaucoup une question de taux de change. Donc, pour moi, les taux de change, je vais y revenir encore tantôt, la valeur du dollar canadien a une importance capitale sur la rentabilité des entreprises pour 2018. Je pense que ça, c'est une des façons d'illustrer, c'est de regarder comment les prix en dollars américains se comportent versus comment les prix en dollars canadiens se comportent pour une même commodité, un même bien. Et ça donne une bonne idée de où on en est présentement en termes de cycle. Si on regarde le revenu agricole, bien 2017 n'aura pas été une année. En fait, dans l'Ouest canadien, on a eu des problèmes, certaines conditions de production un peu sèches, conditions de production difficiles. Il y a eu certaines parties de l'Ontario, Québec aussi, qui ont des conditions un peu plus difficiles en termes de production. Mais si vous regardez le revenu agricole auquel on peut s'attendre, on va voir une certaine croissance du revenu agricole en 2017. On n'a pas les chiffres finaux, donc ça reste une prévision. Et 2018, en faisant certaines prévisions par rapport au taux de change, par rapport au prix qu'on regarde sur les marchés à terme, par rapport au rendement, bon, il y a de toute évidence, il y a plusieurs hypothèses qui viennent derrière ceci, mais on pense que le revenu agricole va continuer de croître en 2018. La chose qui est importante aussi d'observer, par contre, c'est qu'on a eu une croissance spectaculaire dans les 10 dernières années. Et pour moi, il est un peu irréaliste, pas tout à fait réaliste, de penser qu'on va avoir une croissance similaire dans les 10 prochaines années. On a une croissance qui était beaucoup fonction des prix. Donc, dans les années 2007, 2008, 2009, après ça, 2012, 2011, 2012, 2013, on a eu beaucoup de croissance parce que les prix ont augmenté. Il y a des conditions de production difficiles dans certaines régions du monde, etc., etc. Mais pas nécessairement réaliste pour moi de penser qu'on va être capable de croître le revenu agricole de la même façon de 2017 à 2027, par exemple, pour les 10 prochaines années. Donc, pour moi, il est important d'avoir des hypothèses réalistes, mais par contre, je reste très positif pour les perspectives de croissance. C'est juste que les perspectives sont un petit peu différentes. Poussées beaucoup plus par la hausse de la production que par la hausse des prix, par exemple. Et le revenu agricole est super important lorsqu'on parle de valeur des terres. Vous avez la photo pour 2016. En fait, oui, c'est marqué dans le haut de la diapo là, en très petit là, que c'est pour l'année 2016. Donc, en 2017, nous allons les données ou les chiffres pour 2017 vont être publiés en avril, donc vers la 3e semaine d'avril, si je ne me trompe pas. J'ai donc pas ces chiffres-là encore pour moi pour 2017. J'ai par contre une bonne idée de ce qui s'est passé dans les 6 premiers mois de 2017. On a encore vu à l'échelle du pays, c'est certainement vrai pour le Québec, par exemple, on a vu une certaine hausse dans les 6 premiers mois de 2017. La difficulté qui se pose maintenant à prédire les 6 derniers mois de 2017, donc lorsqu'on aura les vraies données, ce ne sera plus des prédictions, donc en avril, on aura les vrais résultats, mais pour l'instant, ça reste encore une certaine prévision. La difficulté, c'est que, et c'est pas pour que vous vous sentiez mal pour moi, mais la difficulté pour quelqu'un comme moi, c'est de voir anticiper quel va être l'impact de la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu dans la deuxième moitié de 2017. Parce que ces hausses de taux d'intérêt-là ont été dans les 6 derniers mois de 2017. Donc, pour moi, c'est un peu difficile de voir comment les choses vont évoluer. Je m'attends à une certaine stabilité, en fait, dans les 6 derniers mois de 2017. Donc, par exemple, de voir que l'augmentation qu'on a vue dans les 6 premiers mois va probablement être stable pour 2017. Et donc, on devrait se retrouver, si je m'en vais au graphique suivant, on devrait se retrouver avec une augmentation qui est inférieure à celle qu'on a observée en 2016. 2016, on était à 7,9 2017, j'arrive à quelque chose entre 4 et 5, peut-être 5 au maximum, mais plus vers 4 d'augmentation à l'échelle nationale. Donc, c'est sûr que pour certaines provinces qui ont augmenté plus vite dans les dernières années, cette augmentation-là pourrait être moindre. Et pour certaines autres provinces qui n'ont
pas nécessairement augmenté aussi vite dans les dernières années, bien l'augmentation pourrait être un peu plus élevée. 2018, c'est là qu'on arrive avec une situation que moi je considère d'équilibre, c'est-à-dire d'avoir quelque chose aux alentours de 2 à 3 qui correspond, règle générale, au rythme d'inflation au Canada et aux gains de productivité qu'on retrouve dans le secteur végétal. Donc, on peut, sur une longue période, prenez des périodes de 10 ans, puis reculez là, aussi loin que vous pouvez. Des périodes de 10 ans, si on fait abstraction là, des phénomènes de météo, etc., on peut dire qu'on a augmenté la productivité dans le secteur végétal ou en production végétale aux alentours de 1,5 à 2 Donc, ça devrait être, le rythme d'augmentation de la valeur des terres devrait être en lien avec le gain de productivité, plus un certain ajustement pour l'inflation. Donc, aux alentours de 2 à 3 peut-être jusqu'à 4 On ne devrait pas dépasser ce rythme-là. Et la question qu'on me pose souvent, c'est bon, est-ce que ces augmentations-là sont soutenables à long terme? Ma réponse est tout le temps, est-ce qu'on est capable de soutenir le revenu agricole? Si on était dans une situation, par exemple, à la diapo précédente, si je recule de 2 diapos, si on était dans une situation comme aux États-Unis où on a vu une diminution du revenu agricole en 2014, 2015, 2016, 2017, on devrait avoir une certaine stabilité. On a eu on a eu un ralentissement significatif du côté américain. Bien, c'est sûr que si on voyait les mêmes choses arriver au Canada, mais on devrait, par exemple, voir une certaine pression sur les valeurs des terres. Et lorsqu'on est capable de soutenir le revenu au niveau actuel, je pense que malgré la hausse des taux d'intérêt, on va être capable de soutenir les valeurs actuelles dans la mesure que ces valeurs-là, ces augmentations-là continuent à diminuer ou aller vers s'établir dans le 2, 3, 4 par année. Donc, ce qui devrait être la prévision, ce qui est notre prévision pour 2018. Encore là, c'est une question de revenus, première des choses, et puis de taux d'intérêt. Et si on regarde la position financière des entreprises, oui, la dette a augmenté considérablement dans certains cas dans le secteur agricole, et le revenu agricole a augmenté, et les positions de liquidité des entreprises sont quand même assez fortes. J'ai toujours dit la première ligne de défense, lorsque les taux d'intérêt augmentent, lorsque l'environnement économique change, la première ligne de défense, c'est le fonds de roulement à liquidité. Deuxième ligne de défense, c'est la stabilité, la solidité du bilan financier. À ce niveau-là, je pense qu'on est quand même, on se compare très bien par rapport à la moyenne des 10, 15, 20 dernières années, malgré l'augmentation de la dette qu'on a vue dans les dernières années. Permettez-moi de prendre une petite gorgée d'eau. Côté sectoriel, je voulais faire brièvement le tour dans les 10-15 prochaines minutes pour certains secteurs. Donc, on arrive, si on regarde le secteur des grandes cultures, le thème, et puis sans vous bombarder de chiffres, parce qu'on pourrait bombarder, on pourrait regarder la production d'oléagineux à l'échelle mondiale, c'est année après année, dans les dernières années, c'est une croissance de 4-5 année après année. La Chine absorbe à peu près la moitié de cette hausse de la production-là. Donc, c'est important d'avoir une demande forte. Ça met un peu de pression du côté de la météo. À chaque fois qu'on arrive avec un petit peu d'incertitude reliée à la météo, on voit les marchés bouger. Juste par exemple, ce que les États-Unis ont parlé de faire avec la Chine, donc il y a une certaine. On n'est pas encore rendu à une guerre commerciale, mais certainement, les États-Unis parlent d'être un peu plus sévères avec la Chine du côté commercial. Bien là, les marchés s'inquiètent de voir la Chine, par exemple, diminuer leurs importations de soya des États-Unis. Donc, on a vu les marchés retraités il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 semaines, par rapport aux rumeurs qui circulaient à l'effet que les États-Unis allaient être un peu plus durs avec la Chine. Donc, ça rend les marchés un peu incertains parce qu'il y a beaucoup de production sur le marché. Dans le secteur des grains, si on regarde les productions de maïs, c'est sûr que l'année actuelle, on n'aura pas une hausse significative, mais on va être capable de maintenir la hausse de l'année 2016 qu'on a eue, alors qu'on avait une hausse de 10 de la production, donc au niveau mondial. Donc, il y a vraiment, je pense, le thème, c'est vraiment c'est vraiment une production qui est à la hausse. Ça ici, pardon, c'est mon côté créatif qui est très limité, il faut le dire. Et c'est de voir que pour moi, il y a un changement de paradigme. Hein. C'est un gros mot paradigme, c'est vraiment un changement d'environnement. Alors qu'on avait un environnement beaucoup plus fonction des prix dans les 10 dernières années, pour moi, c'est du volume. C'est vrai dans le secteur végétal, c'est vrai dans le secteur animal. Si on regarde la croissance de la production aux États-Unis dans le porc, dans le bœuf, si on regarde la croissance de la production laitière au Canada et ailleurs, donc c'est vraiment un marché qui est dicté par le volume et pas par les prix. Donc, oui, j'aimerais tellement dire, oui, on peut espérer de voir les prix se raffermir dans les prochaines années. Et honnêtement, si on regarde les prévisions de long terme, que ce soit du USDA, peu importe n'importe quelle autre source, si on regarde sur les marchés à terme,
le potentiel de voir les prix s'améliorer dans un court terme, dans un avenir de 12 à 18 mois, sont limités, à moins qu'il y ait un choc du côté de la météo. Donc, pour moi, c'est un message important. Si je prends toutes les hypothèses que j'ai par rapport au taux de change, je prends les prix sur le marché à terme, je peux faire certaines hypothèses par rapport à la profitabilité pour 2018. Alors, je regarde le maïs grain, je regarde le soya. C'est sûr que le coût de production que vous voyez là présentement, ben, c'est un coût de production qui peut ou ne peut ne pas représenter votre entreprise si vous êtes en grande culture. L'idée, c'est de dire que qu'est-ce qui est favorable ou qu'est-ce qui est plus favorable présentement? Si on regarde pour l'Est du Canada, je vais aller pour l'Ouest du Canada dans un instant. Dans l'Est du Canada, on voit clairement qu'en termes de maïs, la profitabilité va être serrée. Il faut vraiment être efficace, avoir des rendements plus élevés que la moyenne ou encore des coûts de production moins élevés que la moyenne pour être capable de dégager un profit dans le maïs. Ça, c'est présentement la situation, ce que les marchés à terme nous suggèrent présentement. Ça pourrait évoluer. Si on regarde au fil des années, si on regarde, on se met au même temps qu'il y a un an, et on avait un peu le même type de profil. Il ne faut jamais compter le maïs pour battu. Je pense que les ensemencements vont continuer d'augmenter. Les chiffres que vous voyez au bas du graphique en rouge sont les prévisions préliminaires de Agriculture et Agroalimentaire Canada pour les ensemencements à l'échelle nationale. Donc, si on regarde un 2 d'augmentation d'ensemencement dans le maïs. Ça, pour moi, j'y reviendrai tantôt, je pense qu'on va voir encore plusieurs gains en termes de superficie dans l'ouest du Canada, surtout Manitoba pour le soya, même en Saskatchewan. J'y reviendrai tantôt pour le soya. Il reste que la profitabilité est beaucoup plus du côté oléagineux que maïs. C'est pas surprenant, ça a été le cas dans les dernières années. Dans l'Ouest canadien, je le mentionne parce que ça a une importance pour le soya, par exemple, pour l'Est du Canada. Dans l'Ouest, on a certains problèmes, certains enjeux avec tout ce qui est légumineuse, les barrières commerciales avec l'Inde, les tarifs, les taxes qui ont été appliquées sur les exportations canadiennes, ce qui fait en sorte que le prix des lentilles pois ont diminué. Et ça va avoir un impact significatif sur les ensemencements de légumineuses. On va voir les ensemencements diminuer. La question demeure vers quoi ces superficies-là vont aller. Alors, si vous regardez le même exercice, faites le même exercice pour 2018 en termes de profitabilité. Encore une fois, plusieurs hypothèses, c'est vraiment juste pour donner une idée de ce qui se passe sur les marchés. Bien, vous voyez que les ensemencements vont augmenter dans le blé, canola. Je suis un petit peu surpris de voir les chiffres d'Agriculture Agroalimentaire Canada être si élevés pour le blé. Pour le canola, c'est sûr qu'on va avoir, en fait, sûr, c'est très, très probable d'avoir encore un record en termes d'ensemencement. Ce que je n'ai pas marqué, c'est le soya, comme je le disais. Ça va prendre encore quelques années, puis dans 2 ans, 3 ans, on va probablement voir les superficies de soya au Manitoba être plus élevées que ceux en Ontario. C'est quand même quelque chose de spécial. Et on voit les superficies aussi diminuer pour tout ce qui est lentilles et pois, parce que la profitabilité n'est pas tout simplement pas au rendez-vous, étant donné les prix ou les exportations qui sont limitées vers l'Inde, par exemple. Côté protéines animales, mais si on regarde du côté du porc, je pense que les messages clés, c'est qu'on a une expansion au sud de la frontière assez importante prévue pour 2018. On peut même parler d'une augmentation de 5 pardon, du côté de l'offre disponible du côté américain. Ce qui est surprenant dans le porc, c'est que malgré les augmentations, parce que dans le porc, on peut, du côté américain, la consommation augmente de près 1 par année. Règle générale. Tout ce qui est supérieur en termes de croissance de production à 1 il faut que ça soit absorbé par les marchés extérieurs, donc par l'exportation. Et il y a effectivement une demande d'exportation qui est très forte, malgré certaines indications d'une certaine reconstruction. Encore là, il y a beaucoup d'incertitudes parce que les données qui émanent de la Chine sont toujours incertaines. Mais une certaine reconstruction du cheptel porcin chinois. Même si ce cheptel-là se reconstruisait, pour moi, il reste encore beaucoup d'opportunités pour le porc canadien. Il y a de la valeur ajoutée qu'on est capable d'aller chercher en Chine. Il y a certains marchés à haute valeur ajoutée, comme je le disais, qui sont disponibles pour nous, même si l'augmentation de la production en Chine commence. Le marché chinois est un marché important. Dans le porc, on a diversifié nos exportations des États-Unis. Donc, on a diminué nos exportations vers les États-Unis pour d'autres marchés, ce qui est vraiment important pour nous autres. Et donc, dans le porc, je pense que les choses se portent relativement bien. Si on regardait en termes de profitabilité, regardez sur les marchés à terme, convertir ça en dollars canadiens, faire certains ajustements pour la base. Si je prends un modèle naisseur-finisseur de grande taille, si j'étais de plus petite taille, dis-je bien, donc par exemple avec 500 truies,
faudrait que j'enlève un bon 20 de profitabilité par tête. J'arrive avec une certaine profitabilité pour les mois d'été, certainement. Donc, les marchés à terme offrent certaines possibilités de profitabilité dans le secteur porcin. Après ça, on voit la profitabilité diminuer pour la fin de l'année 2018. Et présentement, il y a une certaine profitabilité, ce qui est quand même appréciable et positif, étant donné, comme je le disais, la croissance à tout ce qui est viande rouge aux États-Unis. Avant, les Américains, un 5 de ce qui était viande était exporté aux États-Unis. Maintenant, on est rendu dans du 12, 13, 14 de viande qui est produite aux États-Unis, qui est exportée. Donc, c'est important de continuer à avoir une certaine force du côté du marché d'exportation pour ce qui est de la protéine animale. Du côté bœuf, l'augmentation de la production est encore très, très, très forte du côté américain. C'est sûr que ce n'est pas le cas ici au Canada. On a des petits problèmes de coût d'alimentation, que ce soit dans le sud des États-Unis, dans l'ouest canadien. Une des choses pour moi qui n'est pas assez mentionnée souvent, c'est la force, la demande des consommateurs, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais surtout au Canada, aux États-Unis. Pour tout ce qui est discuté à propos de la protéine animale, les consommateurs continuent de consommer la viande rouge, et ça malgré des prix qui restent quand même, qui demeurent assez élevés. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle et on a besoin de ceci. Et puis historiquement, je parlais au tout début de la présentation des perspectives économiques qui s'améliorent aux États-Unis. Bien, historiquement, ça a toujours été, lorsque c'est le cas, lorsque les États-Unis ont une croissance économique qui augmente, on voit la demande pour la viande rouge qui augmente aussi. Donc, là, il y a beaucoup de positifs pour moi. En termes de profitabilité, si on regarde le secteur vache-veau, encore là, il faut faire des ajustements, mais c'est juste ici par rapport au prix, par rapport aux coûts variables. J'enlève les coûts fixes parce que les coûts fixes, dépendamment où vous êtes au Canada, dans le secteur vache-veau, sont assez différents. Ça peut être aussi élevé qu'un 70 par tête, j'ai l'impression. Donc, il reste une profitabilité certaine, même si j'insérerais des coûts fixes à l'intérieur de ce modèle-là. Dans le secteur parc d'engraissement, on regarde les marchés à terme, les opportunités de profit encore, même si je n'ai pas mis les coûts fixes ici, revenus moins frais variables. Si on regarde les marchés à terme, donne certaines indications. De voir cette profitabilité, après ça, aller près de zéro, pour moi, ce n'est pas nécessairement un gros problème parce qu'un modèle comme ceci tient compte de la profitabilité des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, les parcs d'engraissement ont avantage ou ont un incitatif, pas un avantage, mais un incitatif à bider ou à mettre des mises pour les animaux qui font en sorte que leur profitabilité se rapproche du seuil de rentabilité qui est zéro ici, parce que ça tient compte d'un certain revenu, certains profits pour les propriétaires d'entreprises. Donc, pour moi, c'est un marché qui fonctionne très bien en ce moment. Pas de longues périodes prolongées où on perd de l'argent. Profitabilité qui n'est pas nécessairement super élevée, quand même qui est acceptable dans le secteur bovin pour l'année 2018. Je le disais tantôt, je vais finir avec ceci, je le disais tantôt, le dollar canadien est absolument important. Juste pour vous en convaincre, j'ai fait certaines petites calculs ici. Je pourrais ajouter le secteur laitier aussi. J'y reviendrai dans une seconde. Mais si on parle d'une diminution du dollar canadien, donc par exemple, n'importe quelle scène de diminution du dollar canadien. Donc, on passe d'un dollar canadien, par exemple, de 80 sous à 79 sous. Et ça, c'est l'impact sur le revenu net en entreprise. Dans le porc, on parle de 1 à 2 par tête. Donc, de revenu net, donc pas de revenu brut. En grande culture, on parle de 5 de l'acre. Dans le bœuf, on parle d'un 10 à 12 par tête. Donc, chaque sou, faites le calcul, si on passait d'un dollar à 80 à 85 sous, donc une augmentation, on pourrait avoir une diminution du revenu net d'à peu près 25 à 30 par exemple, en grande culture, ce qui est assez appréciable. 85 sous là, est vraiment un seuil où, pour moi, c'est important de ne pas le dépasser, étant donné le niveau des prix actuels. Dans le lait, même chose, n'importe quelle augmentation du taux de change fait en sorte que ça diminue le prix payé dans les classes 5. Et on peut dire que un sou d'augmentation dans le taux de change diminue à peu près le prix du lait d'un 15 sous l'hectolitre. Donc, si j'avais avec une variation de 5 sous dans le taux de change, je diminue à peu près mon prix de l'hectolitre par 1 par exemple, l'hectolitre. Donc, pas nécessairement si significatif que ceci, mais ça a un impact aussi même dans le secteur laitier. Allons-y au secteur laitier. J'avais oublié que j'avais quelques diapos ici. La demande pour les produits laitiers demeure très forte. La croissance de la production a été exceptionnelle. Je pense que c'est une histoire où, en fait, une tendance dont on n'entend pas assez parler dans le secteur laitier, c'est la force de la demande
crée une forte demande pour la matière grasse. Ça crée aussi un surplus pour le lait écrémé. Les investissements dans le secteur laitier sont définitivement à la hausse. À la grandeur du Canada, on regarde aussi beaucoup d'investissements, par exemple, dans le secteur de la transformation, ce qui est une bonne chose. Certaines installations de transformation devenaient un peu âgées. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Investissement aussi beaucoup à la ferme, projet d'expansion. Donc, il y a un certain vent d'optimisme, malgré certains risques liés, par exemple, à ce qu'on pourrait donner en termes d'accès au marché pour ce qui est des produits laitiers étrangers. Si on fait encore un calcul, par exemple, au coût de production, si je regarde pour ce qui est de marge de profit à l'intérieur de la mise en commun pour ce qui est du P5, donc d'auquel fait partie du Québec, par exemple, ça arrive avec des marges de profit qui sont très serrées. Donc, ce que je disais tantôt à propos du volume a beaucoup plus d'impact sur le revenu net, bien, c'est effectivement quelque chose qui va avoir qui a un impact, qui va avoir le plus d'importance. C'est vraiment pardonnez-moi l'expression, mais une game de volume, beaucoup plus qu'une game de prix. Si on regarde sur les marchés actuellement, c'est vrai pour tout ce qui est viande rouge, grande culture, c'est vrai aussi pour le lait. Dans le secteur laitier, pour ce qui est dans l'Ouest canadien, on a des marges de profit un peu plus élevées parce qu'on est moins soumis, le part de marché de l'industriel dans l'Ouest canadien est moins élevé que dans l'Est canadien, par exemple comme le Québec et l'Ontario. Donc, ça fait que le surplus de lait écrémé a moins d'impact sur le prix. Le surplus de lait écrémé continue de faire certaines pressions sur le prix. Pour moi, avoir un certain prix stable en 2018, il reste que les gains de productivité qu'on peut faire dans le secteur laitier sont super importants pour être capable d'aller dégager un revenu net. Si je termine avec ça, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Bien, on parle d'investissement, environnement économique mondial, n'importe quelle nouvelle qui ferait en sorte que la demande pour les produits agricoles devrait diminuer. C'est important, le monde sont. Dans certains cas, je me rends compte qu'il y a un certain degré de fatigue lorsqu'on parle de la Chine, mais ça reste encore un moteur de croissance absolument important. Si on regarde la grande culture, l'espace de profitabilité est là pour les oléagineux et c'est fonction de ce qui se passe en Chine. Donc, encore une fois, c'est super important de voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors, des tâches, je suis relativement optimiste de voir qu'on est capable de soutenir les augmentations qu'on a vues, impréciables dans les dernières années, mais certainement un ralentissement des augmentations qui est à l'horizon pour 2017 et 2018. L'énergie reste à surveiller, surtout par exemple, ce qui a trait au dollar canadien. Au détail, il se passe beaucoup de choses. Le commerce de détail est en train de changer de façon radicale. Ça crée certaines pressions dans la filière. Si on regarde les entreprises de transformation, ces pressions-là, ben, historiquement, ont toujours évolué vers le secteur de la production, donc en amont. Donc, c'est aux producteurs de vérifier est-ce que ces pressions-là ne viennent pas toutes capter et gruger les marges de profit qui peuvent exister à l'intérieur. Personnellement, je reste très positif pour ce qui est de l'agriculture en 2018, dans la mesure où on reconnaît que la profitabilité va venir des gains de productivité, des investissements qu'on a faits dans le passé, donc les entreprises qui se sont positionnées pour d'avoir fait des bons investissements dans le passé, je pense, sont en bonne position pour connaître un certain succès en 2018.